Bonsoir tout le monde. Alors, en cette soirée qui commence à se réchauffer au Québec, là, on va avoir un sujet très, très, très intéressant. Alors voilà, ça va être personnaliser les soins relatifs au diabète pour les Canadiens noirs, les Canadiens sud-asiatiques, puis les personnes qui font le ramadan. Ça va être une présentation qui va durer environ 55 minutes. Il va y avoir 5 à 10 minutes de questions à la fin. Les questions, s'il vous plaît, vous allez en bas de l'écran, vous allez dans la section qui s'appelle Q&R, Q&R, c'est-à-dire questions et réponses. Moi, je vais regarder ça régulièrement. Je vais poser les questions à notre pénaliste, Dr. Christopoulos, à la fin de la présentation. Ce soir, ça vous donne 1 heure de crédit avec le Collège des médecins de famille du Canada. Pour ce faire, vous allez recevoir un email dans la prochaine journée d'ici 24-48 heures maximum et vous allez avoir 2 liens. Un lien pour l'évaluation de la présentation de ce soir et un lien pour avoir accès à vos crédits. Alors, sans plus tarder, je vous présente Dr. Stavroula Christopoulos, qui a fait son cours de médecine à l'Université McGill, sa médecine interne, endocrinologie et métabolisme à la même université. Elle a ensuite fait un fellow au CHUM, surtout sur les pathologies surrénaliennes. Puis actuellement, elle est endocrinologue à l'Hôpital Juif de Montréal, professeure adjointe de la clinique de McGill. Donc, elle a un intérêt en diabète, pathologie surrénalienne, thyroïdienne, très active dans les programmes d'éducation médicale continue. Alors, je vous cède la parole, Dr. Christopoulos. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Bélanger. Donc, comme vous avez entendu, on va parler aujourd'hui de comment on va personnaliser les soins relatifs au diabète dans une population multiethnique comme celle du Canada. Alors, c'est un programme accrédité. Voici le comité d'organisation avec co-président Dr. Jane et Dr. Kim d'un peu partout au Canada. Donc, voici la déclaration de mes conflits d'intérêts. Je reçois des honoraires pour des conférences comme celle-ci. Le présent programme, par contre, a reçu un soutien financier de la part de Janssen et moi, je reçois ce soir des honoraires de la part des Partners in Progressive Medical Education. Ce programme a été fait sans aucune interaction de la compagnie et pour atténuer toute source potentielle de partialité, il y a eu une validation indépendante du contenu de ce programme. Donc, quels sont les principaux objectifs d'apprentissage aujourd'hui? On va discuter des répercussions du diabète et de ses complications dans différentes populations, revoir les principales considérations sur la prise en charge du diabète chez les Canadiens de la communauté noire, les Canadiens d'origine sud-asiatique et les Canadiens musulmans qui jeûnent durant le ramadan. On va voir comment, de façon un peu plus spécifique, on peut mettre en pratique la version mise à jour du chapitre des lignes directrices du Diabète Canada 2020 qui portait sur la pharmacothérapie et finalement, comment on peut personnaliser la pharmacothérapie chez les personnes désireuses de jeûner durant le ramadan du côté très pratico-pratique. Alors, tout d'abord, évidemment, la population du Canada et du Québec est une population très diversifiée. Les minorités visibles sont des personnes, entre autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche et donc qui n'ont pas la peau blanche. Le recensement de 2016, les Canadiens ont déclaré plus de 250 origines ou ascendances ethniques. 22% des Canadiens appartiennent à une minorité visible et cette proportion va être beaucoup plus haute d'ici 2036. 2 enfants canadiens sur 5 sont issus de l'immigration et les Sud-Asiatiques, les Chinois et les Noirs constituent les 3 principaux groupes de minorités visibles. Alors, c'est quoi l'intérêt du diabète et des minorités visibles? En fait, le diabète, pour plusieurs raisons qu'on va frôler dans cette présentation, on sait que le diabète est plus fréquent chez de nombreuses minorités visibles. De plus, ces patients-là qui ont le diabète ont une fréquence accrue de complications micro- et macrovasculaires et aussi ont une surveillance réduite des complications et des résultats d'analyse de laboratoire. Et on sait, pour plusieurs raisons, que les soins de santé prodigués à toutes les minorités raciales et ethniques sont de moins bonne qualité, même quand on essaye de contrôler pour le statut socio-économique, la couverture d'assurance, l'âge ou les maladies concomitantes. Alors, c'est quoi nos buts aujourd'hui? OK, donc on va essayer, puis on peut chacun de nous faire une réflexion aujourd'hui dans notre pratique. Quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer? Mais les grandes lignes seraient de sensibiliser davantage aux problèmes entourant le diabète chez ces patients-là,
reconnaître que nous traitons certains groupes de façon homogène alors qu'il y a une grande diversité à laquelle il faut être sensible, être conscient de ces diversités culturelles et des circonstances personnelles qui peuvent influencer nos soins et déterminer les priorités en matière de soins relatifs au diabète, donc vraiment dans le contexte de traiter un patient avec un diabète de type 2. Alors, pour illustrer tout cela, on va aller à travers 3 cas, celui de Robert, celui de Ashwin et celui de Urim. Et on va essayer de faire certains points importants à travers ces 3 cas-là. Alors, voici Robert. Il a 58 ans, il est atteint de diabète de type 2 depuis maintenant 12 ans. C'est un nouveau patient pour vous, il n'a pas vu de médecin depuis plus d'1 an. Il est originaire de la Jamaïque, il a immigré au Canada il y a maintenant 15 ans. Il prend de la metformine BID, du telmisartan, de l'atorvastatine. Il a un IMC élevé à 32, tension artérielle 145/86. Son A1C aujourd'hui est à 7,8 %, DFG de 43, RAC de 34 et un LDL de 1,7. Il n'a pas vu son médecin depuis plus d'1 an et il est pas mal exaspéré par les soins qu'il a reçus précédemment. Il dit qu'il sentait toujours que son ancien médecin attribuait un certain blâme de son diabète. Le médecin ne comprenait pas très bien son accent et il voulait toujours me faire prendre plus de médicaments. Il avait aussi un néphrologue, étant donné sa maladie rénale chronique, mais il a aussi perdu le suivi avec le néphrologue. Donc, ça va être la première question. Je vous encourage d'y répondre. D'après l'information que vous avez sur Robert, sur quoi est-ce qu'aujourd'hui vous mettriez l'accent? La non-observance aux médicaments, le taux d'A1C, la tension artérielle, le DFG ou bien discuter avec le patient de son diabète en général? OK. Donc, la grosse majorité d'entre vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, notre priorité va être d'établir un rapport avec ce patient et de discuter de son diabète en général sans rentrer nécessairement dans certains détails. En effet, et ça s'applique à tous nos patients, quand le patient est dans notre bureau, nous, on pense seulement du diabète. C'est vraiment le point de mire du clinicien. Mais le point de mire du patient, c'est que le diabète a une place vraiment plus ou moins importante parmi les multiples autres problèmes et préoccupations que le patient pourrait avoir. Alors ça, c'est la première réalité qu'il faut vraiment prendre en compte quand on est en train de discuter avec un patient. Le patient est unique. Le parcours même qui a mené à ce rendez-vous varie énormément d'un patient à l'autre et on doit tenir compte des priorités du patient. Pourquoi il est là aujourd'hui? Des répercussions des interactions précédentes, comment il voit le système de la santé. C'est quoi le potentiel ou même l'historique personnel de stigmatisation, de biais, de racisme systémique qui a été vécu par ce patient-là et aussi d'essayer d'identifier c'est quoi les obstacles aux soins, étant donné qu'il n'a vu aucun médecin depuis maintenant plus d'1 an. Donc ici, quand vous voyez le petit schéma à droite, on voit qu'il y a les intérêts concurrents qu'il faut essayer de découvrir, les choix quotidiens, les interactions, les connaissances, les pensées des patients et les antécédents familiaux et personnels. Alors, la première chose qu'on pourrait faire chez ce patient-là, qui dit, c'est vraiment de demander, c'est quoi qu'il pense de son diabète? Okay? C'est quoi sa perception du diabète? Donc, comment est-ce qu'il voit sa prise en charge? Comment il verrait sa prise en charge dans le futur? Quels sont les obstacles aux soins qui ont mené au fait qu'il n'a pas pu prendre le rendez-vous? Et quels sont ses objectifs personnels du traitement? Okay? Donc, souvent, on va parler d'une médecine qui va être centrée vers les besoins et les désirs du patient. Donc, on veut savoir comment lui, il voit ses propres objectifs. Il est primordial de ne rien présumer. L'indifférence face aux soins peut être due à des obstacles ou un manque de confiance. Et la participation, donc le fait qu'on va être partenaire, peut aider à établir les priorités en matière de soins et à cerner des obstacles potentiels. Donc ici, le patient il dit, je sais que c'est important de prendre en charge mon diabète, mais je ne pouvais vraiment pas m'absenter de mon travail pour aller à tous les rendez-vous. Donc, l'absentéisme de son travail aurait eu des conséquences autres qu'on n'aurait pas pu savoir si on ne lui avait pas demandé. Et cette situation était frustrante pour tout le monde. Alors, j'ai simplement décidé d'arrêter de venir
étant donné qu'il a mis une priorité sur son travail. La plupart des décisions qui concernent les soins relatifs au diabète sont prises par le patient en dehors du cadre des soins de la santé. Donc, les 10, 15, 20 minutes qu'il va passer avec vous représentent vraiment une fraction de sa réalité vis-à-vis du diabète. Donc, il faut éduquer la prise en charge autonome, étant donné que les décisions de tous les jours vont être prises par le patient dans sa vie de tous les jours. Donc, il faut vraiment mettre une emphase sur l'approche collaborative qui tient compte du parcours emprunté jusqu'à maintenant par le patient et établir, comme on essaye de le faire maintenant avec ce patient, pour la poursuite du trajet ensemble. Donc, on parle beaucoup de racisme systémique et soins de santé, donc dans les soins de santé. Donc, je voulais peut-être juste définir ce terme-là. C'est le processus de racisme qui est ancré dans les lois, que ce soit locales, provinciales, fédérales, les politiques et les pratiques de la société et de ses institutions qui confèrent des avantages aux groupes raciaux considérés comme supérieurs tout en opprimant, en désavantageant ou en négligeant des groupes raciaux considérés comme inférieurs. Et les différences biologiques entre guillemets, les races ne permettent pas d'expliquer les disparités qui existent entre les patients de la communauté noire et les autres groupes en ce qui concerne les affections médicales et les facteurs de risque. Donc, il y a une composante de plus qui est peut-être, il y a beaucoup de discussions là-dessus, qui est peut-être ancrée dans le système même. Donc, quel genre de biais on peut avoir? Donc, il y a un biais explicite. Donc, plusieurs d'entre nous, on est tous d'accord que c'est plutôt rare dans notre société d'avoir des biais explicites, donc des pensées ouvertement négatives à l'endroit de personnes ou de leur attribuer des stéréotypes. Mais ce qui est ici plus important, ce sont les biais implicites. Ce sont des attitudes envers certaines personnes où on attribue des stéréotypes sans en être conscient. Donc, c'est là que vraiment ça vient, c'est vraiment notre subconscient qui travaille. Les principales considérations, sachant qu'on a peut-être des biais implicites, c'est d'éviter de perpétuer la stigmatisation et le biais que vivent ces patients, adopter un discours sans jugement, éviter de faire des reproches ou de penser que la résistance du patient est due à une indifférence à l'égard de sa santé et de reconnaître le problème et, comme j'ai déjà dit, travailler ensemble pour atteindre des objectifs. Donc, évidemment, ici, on voit ce monsieur, ce médecin, qui est très paternaliste et qui dit « Vous ne semblez pas vouloir modifier votre alimentation pour prendre en charge votre diabète. C'est pourtant facile. Pourquoi ne le faites-vous pas? » Donc, ce n'est évidemment pas l'approche qu'on veut avoir. Donc, le biais implicite, c'est quoi? Donc, ici, on a le biais implicite du clinicien et on a aussi des biais implicites du patient. Donc, on va avoir certains comportements, on va porter certains jugements et le fait que la rencontre a de façon sous-jacente plusieurs biais, ça va mener à une perception du clinicien par le patient qui n'est peut-être pas idéale et ça va nuire à l'intensification du traitement, à l'observance, au rendez-vous de suivi et la prise en charge de façon générale. Donc, je peux donner un exemple ici parce que cette publication que vous voyez en référence parle de la tension artérielle. Donc, vous voyez un patient, par exemple, qui est issu de la communauté noire et donc, vous voyez que la pression est mal contrôlée dans votre bureau et vous dites, OK, mais peut-être le patient il est peu coopératif. Par contre, j'ai augmenté les médicaments, j'ai rajouté un médicament la dernière fois. Ou peut-être vous pensez, est-ce que ça se peut qu'il n'ait pas les moyens de se permettre de prendre tous ces médicaments-là? Et vous commencez à faire d'assumer des choses qui ne sont peut-être pas vraies du tout. Donc, ce qui est important, c'est de mettre tous les jugements, certains comportements qui sont issus du biais implicite de côté et vraiment avoir une conversation avec nos patients. Donc, on a plusieurs études justement qui regardent le biais implicite. Donc, justement, moi, j'ai lu récemment même les lignes directrices de l'obésité et j'ai fait le test de biais implicite pour l'obésité. Puis la façon que ces tests-là sont faits, c'est qu'il y a des associations très rapides qui doivent être faites dans votre tête. Donc, par exemple, si vous faites un test de biais implicite, par exemple, sur le racisme, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont poser des questions et ils vont voir si vous associez, par exemple, un patient donc de la communauté noire et vous l'associez avec des choses peut-être plus négatives, mais vous faites ça de façon implicite. Donc, ce sont plutôt des scénarios. Alors, quand on regarde la littérature, 4 de 5 études ont révélé des preuves de biais implicite chez les cliniciens et le degré allait d'un biais faible à considérable. Et il est à noter qu'il y a juste une étude qui n'a pas révélé de biais à l'égard des Afro-Américains,
c'était un petit échantillon et cet échantillon-là avait des cliniciens qui provenaient de minorités visibles eux-mêmes. Alors, quels sont les concepts clés? Se fixer consciemment des objectifs égalitaires et trouver des façons concrètes pour traiter nos patients et d'atteindre ces objectifs-là. Voir les réactions instinctives à certaines personnes, les identifier, c'est ce qu'on appelle le biais implicite, et songer aux effets qu'elles ont peut-être sur certains jugements. Reconnaître et réévaluer au lieu de réprimer les pensées et les sentiments plus embarrassants. Voir la situation du point de vue du patient, poser des questions, envisager les situations changeantes qui augmentent les réponses négatives ou stéréotypées et finalement, donc, continuer toute la communauté de recherche doit continuer vraiment à faire de la recherche sur cela pour qu'on puisse tous devenir donc des meilleurs cliniciens envers tous nos patients. Alors, on retourne sur le cas de Robert de façon plus pratico-pratique. Alors, il a de nombreux problèmes aujourd'hui, c'est clair. Il n'a pas vu un médecin depuis 1 an, il n'a pas vu son néphrologue, il a une résistance à l'intensification du traitement, il vous a exprimé qu'il trouve que le médecin rajoute toujours des médicaments, il a un manque de confiance à l'égard du système de la santé, surtout qu'il a eu du mal à prendre un rendez-vous et il a eu du mal à prendre du rendez-vous sans avoir un effet néfaste sur son travail. La non-observance au traitement, on n'est pas dans la cible voulue de tension ni d'ARC. On a une obésité, risque élevé de manifestations cardiovasculaires et rénales, et il y a l'absence d'inhibiteurs SGLT2 pour améliorer les issues rénales à long terme. Donc, c'est sûr que vous avez beaucoup de travail à faire, mais comme vous avez tous été d'accord, le but principal d'aujourd'hui, c'est d'écouter Robert, de valider c'est quoi les choses qui sont préoccupantes dans sa vie, valider ses objectifs personnels pour le diabète et établir alors le rapport nécessaire pour faire certains pas thérapeutiques. Alors ici, voici comment une conversation pourrait aller. Robert, je suis contente que vous soyez venu me voir. J'aimerais discuter avec vous de quelques points concernant votre diabète. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quels sont vos objectifs en ce qui concerne le diabète? Robert répond, « Mon diabète et mes reins sont une source d'inquiétude pour ma femme. Je sais que mon état s'aggrave et que je dois faire quelque chose, mais mon travail m'empêche de vous voir tous les mois. Donc, je comprends et je peux composer avec ça. Je pense que nous pouvons travailler ensemble pour mieux prendre en charge votre diabète. J'aimerais apporter quelques modifications à votre plan de traitement pour vous aider à atteindre vos objectifs. » Donc, déjà, il y a eu une validation des objectifs et des problèmes qu'il voit comme étant des obstacles. Alors ici, on veut vraiment mettre beaucoup d'emphase sur la protection rénale chez Robert. Il a une insuffisance rénale établie et on sait que l'insuffisance rénale est 3 fois plus fréquente chez les patients noirs et le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale. Vous voyez ici la pyramide, on veut changer toute la modification de mode de vie. On veut être sûr qu'on maîtrise sa glycémie, sa tension artérielle, la prise en charge des lipides, exercice, nutrition, OK, donc être sûr qu'il abandonne le tabagisme s'il est fumeur. La deuxième étape, s'assurer qu'on a la protection pharmacologique, donc les inhibiteurs des ECA ou ARA, les inhibiteurs SGLT2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour Robert aujourd'hui? On va regarder les lignes directrices. Alors, Robert, il va rentrer dans la catégorie ici de l'insuffisance rénale chronique. Si on regarde les lignes directrices qui ont été mises à jour en 2020, c'est clair que, donc, on se pose la question à chaque visite, est-ce que l'A1C est atteint? Et aussi, est-ce qu'il y a eu un changement de l'état clinique du patient? Ici, le changement chez Robert, autre que le fait que son A1C n'est pas dans la cible voulue, c'est qu'il a une insuffisance rénale chronique établie. Si on regarde les lignes directrices, on voit que chez ce patient-là, quels sont les médicaments qui ont des preuves de niveau A afin de diminuer la progression de la néphropathie et aussi avoir un impact sur l'insuffisance cardiaque? Eh bien, on voit que ce sont les inhibiteurs SGLT2. Alors, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, on sait qu'on veut initier chez Robert un inhibiteur SGLT2. Alors, l'hypertension est plus fréquente chez les patients issus de la communauté noire que dans les autres groupes. Le risque d'AVC aussi est plus élevé et doit être pris en charge par un traitement approprié. Les inhibiteurs calciques sont un traitement efficace. Les IECA et les ARA, attention, on apprend que la réponse de la tension est moins marquée
Par contre, il demeure important pour assurer une protection cardio-rénale à toutes les personnes atteintes de diabète. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, il est prêt à maîtriser son diabète. Il a exprimé son désir d'améliorer son diabète et d'améliorer la chance d'avoir certaines complications. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Donc, on veut rajouter un ISGLT2 à cause de la fonction rénale et aussi à cause du fait que sa glycémie est mal contrôlée et on va avoir l'avantage additionnel d'une perte de poids. Alors, ce qu'on pourrait faire, Robert y travaille, il a une assurance privée, c'est de remplacer la metformine avec un médicament metformine SGLT2 en combinaison. Et en fait, ici, c'est intéressant parce que s'il prend de la metformine 1 gramme BID, c'est 4 pilules par jour. Et si vous mettez une association SGLT2 metformine, vous pouvez diminuer le fardeau des pilules de 4 pilules par jour à 2 pilules par jour. OK? Et vous avez même rajouté un médicament. De plus, j'explique à tous mes patients toujours c'est quoi la fonction du médicament. Ici, je vais lui expliquer, c'est non seulement un médicament pour le diabète, mais de façon plus importante, c'est un médicament qui va venir protéger ses reins, étant donné qu'il a une forte chance d'augmenter, donc de détériorer sa fonction rénale à travers les années. Et je pourrais dire c'est quoi les implications de cela. De plus, on pourrait, soit aujourd'hui, soit après quelques semaines, même au téléphone, remplacer le telmisartan parce que je veux contrôler sa pression. On va avoir un certain impact déjà avec le SGLT2. On pourrait lui donner encore là un médicament en association telmisartan-amlodipine pour atteindre une cible de moins de 130/80. Le suivi, il vous a dit clairement qu'il a de la difficulté à venir au rendez-vous. Alors, offrez là, de plus en plus, on est encore même rémunéré par la RAMQ pour des rendez-vous virtuels et on sait que c'est aussi le futur, les rendez-vous virtuels ponctuels. Donc, dites-lui que dans 30 jours, vous allez l'appeler à une heure convenable afin de voir comment vont les glycémies et aussi comment va la tension artérielle qu'il pourrait mesurer soit à la maison, soit à la pharmacie. Il effectuera les analyses de laboratoire avant son prochain rendez-vous. Donc ici, ça dépend si vous commencez, donc l'A1C, ça serait trop tôt, dans 30 jours. Donc moi, d'après moi, ça serait avant le prochain rendez-vous. Et aussi, on va le réorienter vers un néphrologue pour assurer son suivi. Alors, je crois qu'on serait tous d'accord que si avec Robert, on établit le rapport de confiance, on valide le fait qu'il a du mal à venir au rendez-vous et on fait des traitements en association en expliquant clairement la raison d'être de chacun des médicaments, qu'on pourrait vraiment se sentir qu'on a vraiment créé une alliance avec lui. Donc là, on va passer au deuxième cas. Donc, le cas de Ashwin. Ashwin, c'est un homme de 67 ans. Il est atteint de diabète de type 2 depuis maintenant plusieurs années, donc 17 ans. Il a eu un infarctus il y a 3 ans. Il n'a pas d'insuffisance cardiaque. Il a une fraction d'éjection de 65%. Donc, Ashwin est en prévention cardiovasculaire secondaire. Il prend de la metformine, de la sitagliptine, perindopril, bisoprolol, rosuvastatine, aspirine. Ses examens de laboratoire, il a un IMC de 24, tour de taille de 92, tension artérielle 128/68, A1C bien contrôlé à 6,5, DFG à 68 et un LDL de 1,9. Alors, encore là, je vous encourage, s'il vous plaît, de répondre. Donc, à la lumière du profil d'Ashwin, quel serait votre plan d'action normal? Ne rien faire, les cibles sont toutes atteintes, donc on est tous d'accord, la tension et puis l'A1C. Arrêter la prise de sitagliptine et amorcer un traitement de GLP-1, ajouter un SGLT2 ou bien ajouter une sulfonylurée. OK? Donc, ici, on voit ajouter un SGLT2. Donc, c'est intéressant. Donc, on va parler de la cardioprotection ou bien arrêter la prise de sitagliptine et donner un GLP-1, encore là, étant donné que ce sont nos 2 agents cardioprotecteurs. Donc, je suis tout à fait d'accord aussi avec vos réponses. Alors, allons voir un peu plus loin et on lui pose quelques questions de plus. Donc, Ashwin, il a modifié son mode de vie de façon radicale après son infarctus
mais il a encore beaucoup de difficultés à suivre son régime alimentaire. On lui a fait des recommandations, mais ça sonnait vraiment pas, pour lui, ce n'était pas réaliste, étant donné que ce n'était pas du tout adapté à sa culture et à la façon qu'il mange dans leur famille. Il va bien, mais il aimerait un peu plus de flexibilité dans son alimentation et son objectif à lui, c'est qu'il ne veut pas faire d'autres infarctus du myocarde. Alors, on va dire quelques mots sur les personnes d'origine sud-asiatique, étant donné qu'ils ont un profil métabolique qui est distinct. Tout d'abord, on sait qu'ils ont un risque accru de coronaropathie prématurée. Le risque ne semble pas être seulement attribuable aux facteurs de risque traditionnels, comme juste l'obésité abdominale ou l'insulinothérapie. Et la détermination, ça c'est un point très important aujourd'hui, c'est que les valeurs seuil qu'on apprend de façon traditionnelle pour l'IMC et le tour de taille ont une grande distinction entre origine ethnique et c'est une importante dans la stratification du risque. Donc, si on regarde ici, si vous regardez en haut à droite, et si on regarde donc quelqu'un qui serait d'origine asiatique du sud, du sud-est ou de l'est, on voit qu'à partir d'un IMC de 23, on va appeler cela un surpoids à risque. Donc, Ashwin, quelqu'un avec qui vous regarderiez seulement avec la loupe des IMC qu'on connaît de façon plus traditionnelle, eh bien, ça vous manqueriez qu'il a quand même un début de surpoids. Alors, ici, quand on regarde l'adiposité abdominale et on regarde les tours de taille en centimètres, on voit surtout chez les hommes, donc si on regarde, si on compare les blancs d'Europe, des États-Unis ou du sud-est de la Méditerranée, donc on va parler pour avoir une adiposité, un risque CV élevé, on va parler de 94 cm, mais pour quelqu'un issu donc d'une ethnie asiatique, on va parler seulement de 85 cm. Donc, on voit comment on peut vraiment mal interpréter quelqu'un qui, on va croire, n'est pas à risque de maladie cardiovasculaire, mais il l'est. Et je veux vous introduire avec un calculateur, un des rares calculateurs de risque cardiovasculaire qui prend en compte l'origine ethnique des patients chez qui vous allez calculer le risque cardiovasculaire. De façon traditionnelle, on sous-estime le risque cardiovasculaire chez certaines populations et ceci est vrai pour les Sud-Asiatiques. Donc ça, c'est le calculateur Q-Risk qui estime le risque à vie de coronaropathie en tenant compte des facteurs de risque. Cet outil est validé chez un vaste éventail de patients, y compris les personnes d'origine sud-asiatique, et vous pouvez y avoir accès dans ce site web-là. Alors ici, on va comparer un patient qui est identique, sauf le fait qu'à gauche, c'est un patient d'origine indienne, alors qu'à droite, c'est un patient qui est d'origine européenne, donc blanc européen. Et si on regarde, toutes les autres choses sont pareilles, et si on regarde le risque calculé par cet outil-là, on voit que le score de risque à 10 ans pour le patient qui est d'origine européenne, il est à 49,6 %, alors que le patient d'origine indienne, il est à 10 % de plus. Donc, ça, c'est très significatif à 59 %. Donc, on va souvent parler du phénotype indien qui fait référence à ces anomalies cliniques métaboliques biochimiques. Il y a une insulinorésistance accrue, même avec une circonférence abdominale qu'on ne considère parfois comme n'étant pas excessive, des taux élevés de CRP, une plus grande adiposité abdominale, plus grand tour de taille, les faibles taux d'adibonectine, les caractéristiques de la dyslipidémie, donc on a le syndrome métabolique, des taux élevés de triglycérides, faible taux d'HDL et un LDL élevé, et un risque accru de diabète de type 2 et de maladie coronarienne qui va au-delà des risques traditionnels de cardiovasculaire. En Inde, 8 sur 10 personnes présentent au moins une caractéristique de ce qu'on a appelé le phénotype indien. Alors, ici, le sous-continent indien compte 1,6 milliard d'habitants. Et puis, il y a cette publication qui a été faite ici qui s'appelle Pharmacologic Management of South Asians with Type 2 Diabetes. Donc, ça, c'est des recommandations basées sur un consensus. Et on est tous d'accord que ce groupe de patients-là ont un taux élevé de diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, mais aussi complications microvasculaires telles néphropathie diabétique ainsi que rétinopathie diabétique.
Donc, tout d'abord, quels sont les facteurs associés à un risque élevé de diabète? La diète est riche en glucides et en lipides. Il y a une consommation réduite de fruits et légumes. Il y a un niveau d'activité physique qui est considérablement réduit aussi. Ça, c'est valide dans toutes les sociétés. Et si on regarde des valeurs seuil d'obésité plus strictes au Royaume-Uni qui ont été publiées, et en fait, on va dire qu'un IMC de 30 chez des hommes blancs et de 22,6 chez des hommes d'origine sud-asiatique sont équivalents. C'est à partir de là qu'on va parler d'obésité. Okay? Donc, à 22,6, imaginez-vous, on n'aurait jamais pensé à ça. De plus, l'équivalence s'est faite entre un tour de taille de 102 cm chez des hommes, chez des patients blancs versus 83,8 cm chez des hommes d'origine sud-asiatique. Si on regarde plus de données dans la littérature, les Sud-Asiatiques, comparativement à des Européens blancs, ont un risque, donc une augmentation de manifestations cardiovasculaires, de maladies coronariennes, d'AVC, de diabète de type 2 et, comme on a dit aussi, de microalbuminurie et de rétinopathie diabétique. Un autre point important, c'est qu'il faut regarder l'origine ethnique de certains patients afin de détecter peut-être que l'hémoglobine glyquée n'est pas fiable. Tous les troubles génétiques touchant l'hémoglobine peuvent mener à un niveau d'A1C qui n'est pas fiable et en fait, ça peut être augmenté ou ça peut être diminué. C'est juste qu'il n'est pas fiable. La production, donc c'est évidemment la production d'une quantité anormalement faible de chaînes de globine, donc toutes les thalassémies. Donc là, ça s'applique aussi, quand on parle de thalassémie, on parle aussi des personnes qui sont issues du bassin méditerranéen aussi. Ça dépend aussi du type de thalassémie. L'hémoglobine a une variante structurelle, donc le laboratoire va faussement élever ou diminuer le A1C. Les types les plus courants, on a l'hémoglobine S, le drépanocyte, qui est très présente chez les patients de la communauté noire. Hémoglobine C aussi. Hémoglobine E, c'est jusqu'à 30% des Asiatiques du Sud-Est. Donc, être conscient de ça. Et si on voit que puis là, on a la chance d'avoir tout ce qui est glycémie en continu. C'est extraordinaire comment ça a changé notre pratique. Donc, si vous avez vraiment un doute qu'il y a un A1C qui cloche et qui n'a pas de rapport avec les glycémies ponctuelles que votre patient vous donne, je vous encourage, il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez analyser la fructosamine, qui est aussi comme une valeur pondérée, mais plus sur 2 semaines. Et vous pouvez aussi donner donc une surveillance en continu de la glycémie. Moi, j'ai des échantillons dans mon bureau que souvent je vais appliquer chez des patients comme ça, où j'ai vraiment du mal à expliquer un A1C d'après ce que je sais du patient. Alors, pour en revenir ici, lorsqu'un diabète de type 2 est diagnostiqué, aussi chez ces patients-là, on voit une détérioration qui semble être aussi plus rapide. Donc, il y aurait peut-être un rôle d'une bithérapie très tôt dans le traitement, surtout comme nous disent nos lignes directrices, si l'A1C est au-delà de 8,5 %. Et aussi, si on compare les avantages et les désavantages de certaines molécules versus d'autres, la metformine, toujours intéressante, au Canada, c'est demeuré l'agent de première ligne, donc c'est un médicament qui est aussi intéressant pour le syndrome métabolique. Attention, par contre, il peut y avoir une carence en vitamine B12, particulièrement chez les végétariens ou les végétaliens. Les GLP-1 et les SGLT2 sont sans aucun doute, et je vous dirais chez tous nos patients, mais en particulier un patient qui a une tendance d'un syndrome métabolique, évidemment, les GLP-1 et les SGLT2 ont des avantages clairs, autres que leur puissance sur le contrôle glycémique. Ils mènent à une perte de poids. Et avec la perte de poids, on va avoir aussi une diminution de la circonférence abdominale et aussi une diminution des triglycérides, donc tout le syndrome métabolique. Et aussi, on va baisser la tension artérielle. OK, donc ça s'applique. Donc, pour la tension artérielle, c'est pour les SGLT2 et la perte de poids, c'est pour les GLP-1 et les SGLT2. Donc, bien que honnêtement, pour moi, c'est pour tous les patients, mais surtout dans ce groupe de patients-là, privilégier des molécules qui aussi font perdre du poids. Alors, quels sont des conseils pour traiter le diabète de façon qui est culturellement sensible?
Évidemment, il y a souvent des barrières linguistiques. On veut s'assurer que la compréhension se fait bien avec un intermédiaire, avec quelqu'un qui puisse traduire. Rendez-vous peut être plus long, sachant qu'il y a peut-être un traducteur. S'assurer qu'ils ont de la ressource pour avoir accès aux soins, donc que les accès aux soins soient facilités pour ces patients-là. L'alimentation et le mode de vie, je vous dirais que la plupart des nutritionnistes maintenant sont quand même sensibles à plusieurs réalités culturelles. Donc, c'est important de vraiment, parce que si on ne parle pas le même langage du point de vue diète, eh bien, le rendez-vous ne sert absolument à rien. Il y a aussi des ressources qui sont offertes par Diabetes India sur l'Internet. Et donc, en présence d'apathie ou de résistance à l'égard du traitement, on peut s'entendre, comme tous les patients encore, à des cibles communes qu'on veut atteindre. Donc, c'est quoi le but pour le prochain rendez-vous? Alors ici, si on revient à Ashwin et on regarde où est-ce qu'il en est dans les lignes directrices de Diabète Canada, eh bien, sa cible, elle est atteinte, mais il a changé d'état clinique. C'est quoi son état clinique? C'est qu'il a maintenant une maladie cardiovasculaire établie. Il est en prévention secondaire. On va regarder c'est quoi les agents qui ont des preuves de niveau A, c'est-à-dire c'est des agents qu'on doit utiliser indépendamment de l'A1C. Ce sont des agents qui ont une protection cardiovasculaire qui est indépendante, même avec un A1C complètement normal. On va ajouter ces agents-là pour la protection cardiovasculaire. Alors, quelle est la prise en charge aujourd'hui? Vous essayez de le faire de la façon la plus efficace possible. Eh bien, comme tous les patients et comme on l'a fait avec Robert, regardez c'est quoi les obstacles de Ashwin pour les soins qui lui sont prodigués. C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses objectifs personnels? Et c'est quoi les objectifs entre ce rendez-vous et le prochain rendez-vous? Il vous a clairement dit qu'il veut éviter un autre infarctus. D'autre part, il vous dit qu'il veut aussi voir une diététiste qui est plus sensible à ce qu'il mange à la maison. Donc, ce qu'on va faire, on va orienter vers une nutritionniste avec une expertise en matière d'alimentation indienne. Deuxièmement, on va lui dire qu'on a des nouvelles études maintenant qui montrent qu'il y a certains médicaments qui vont non seulement traiter le diabète, mais qui vont aussi diminuer la chance d'avoir un nouveau infarctus, d'avoir un ACV, ou bien de mourir d'une mort cardiovasculaire dans le futur. Et vous introduisez soit un GLP-1, soit un SGLT2, lui disant que non seulement il va y avoir un avantage métabolique, un avantage du point de vue diabète, mais surtout, la raison que vous le faites, c'est parce que vous ne voulez pas qu'il ait un autre infarctus. Il vient juste de vous dire que son but primaire est d'éviter un autre infarctus. Le suivi, le rendez-vous de suivi, il peut être prévu, disons, dans 30 jours ou un peu plus pour évaluer la tolérabilité du nouveau traitement pour s'assurer qu'il ne va pas juste avoir un effet secondaire et arrêter que ce soit le GLP-1 ou bien le SGLT2. Donc, finalement, on va passer au cas de Reem. Alors, Reem, elle, c'est une patiente de 59 ans. Elle a un diabète de type 2 depuis 7 ans. Elle n'a aucune maladie cardiovasculaire. Elle n'a pas de néphropathie chronique. C'est quelqu'un qui vient à ses rendez-vous, donc vous la connaissez bien. Elle prend de la metformine XR, 2 grammes une fois par jour, glyclaside MR, 120, donc à dose maximale, l'inagliptine 5, atorvastatine et du candesartan. Son IMC est à 26, tension artérielle 125 sur 72, A1C à 7,1, DFG à 78 et un LDL qui est dans la cible voulue de 1,5. Donc, on est d'accord, elle a un contrôle qui est presque adéquat, mais un peu plus élevé que 7 et elle n'a pas de complications micro- ou macrovasculaires. Elle vous dit qu'elle prévoit jeûner pour le ramadan dans environ 2 mois et elle veut avoir votre avis sur cela. Alors, prochaine question. Que recommanderiez-vous dans le cas de Reem? Conseiller à la patiente de ne pas jeûner pendant le ramadan, réduire la metformine, arrêter le glyclaside, ajouter un SGLT2, arrêter la prise de l'INA et amorcer un GLP-1 ou bien n'apporter aucun changement.
OK, donc arrêter la prise de glyclaside à 88 %. OK, alors on va regarder les recommandations ensemble et on pourrait revenir à la bonne réponse. Alors, tout d'abord, les lignes directrices qui sont les plus complètes, ce sont les lignes directrices du IDF, donc International Diabetes Federation, qui ont été publiées et qui rentrent vraiment dans beaucoup de détails de comment donner les conseils aux patients qui veulent donc faire le ramadan. On va faire un examen approfondi des principales considérations pour la prise en charge du diabète pendant le ramadan. Et en fait, les lignes directrices de Diabète Canada nous réfèrent à ce document-là. C'est quoi les sujets qui sont abordés dans le document? On va stratifier le risque afin de pouvoir dire aux patients, est-ce que oui ou non, il est médicalement donc accepté qu'ils puissent le faire? On va faire une évaluation avant le ramadan. Donc, c'est important d'avoir ces discussions avant que le ramadan commence, comme notre patiente nous le dit aujourd'hui. C'est quoi la différenciation entre la prise en charge du diabète de type 1 et le diabète de type 2? Et aussi la prise en charge des populations plus particulières. Alors, un petit survol du ramadan. C'est le 9e mois du calendrier lunaire. C'est de 10 à 11 jours plus tôt chaque année. Donc, ce n'est pas toujours à la même époque. Au Canada, la lumière du jour peut durer entre 10 et 20 heures selon la période de l'année. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est plus ou moins difficile dépendamment du moment de l'année où le ramadan va tomber dans l'année en question. C'est le jeûne d'un mois, de 29 à 30 jours, pour tous les musulmans en santé qui ont atteint l'âge de la puberté. Il y a une interdiction de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Et il est également interdit de prendre des médicaments par voie orale, d'avoir des relations sexuelles et de fumer. La nourriture, elle est consommée à 2 moments clés. Donc, à la fin du jeûne, donc ça, c'est ce qu'ils appellent casser le jeûne, c'est le iftar, c'est le repas au coucher du soleil. Et ensuite, ils vont, ces patients-là vont se réveiller tôt, avant le lever du soleil, pour avoir un autre repas qui s'appelle le suhoor. Donc, il y a 2 gros repas par jour, par 24 heures, ainsi que certaines collations. 4 musulmans atteints de diabète sur 5 comptent jeûner durant le ramadan. Les personnes atteintes de diabète vont jeûner en moyenne durant 27 jours. La grosse majorité vont atteindre au moins plus de 15 jours et 61 % des patients avec diabète vont arriver jusqu'aux 30 jours. Environ 12,5 % des patients, donc 1 sur 8, va mettre terme au jeûne pour différentes raisons. Et en Amérique du Nord, okay, donc il y a clairement un manque de communication parce que seulement 1/3 des médecins demandent à leurs patients musulmans s'ils comptent jeûner durant le ramadan. Et nombreux sont ceux qui ne sont pas à l'aise de prendre en charge ces patients parce qu'ils ne sont pas sûrs quoi faire pour qu'ils le fassent de façon sécuritaire. Alors, ce qui est recommandé, c'est de faire une évaluation avant le début du ramadan. Donc, si vous voyez vos patients dans les quelques mois qui précèdent le ramadan, tout d'abord, vous voulez évaluer le risque, donc donner votre conseil médical, le faire ou pas le faire, le rôle de l'autosurveillance de la glycémie, la fréquence de l'autosurveillance, quels seraient les critères pour rompre le jeûne, quand faire de l'exercice, comment planifier les repas et l'hydratation et ajuster les médicaments pendant le jeûne. Alors, dans le document de l'IDF, on a un calculateur de risque. Ce calculateur, si vous le voyez à droite, il prend en compte le type de diabète, la durée, la présence de l'hypoglycémie, le contrôle glycémique, le type de traitement, insuline, non, type de médicament, la fréquence du contrôle de la glycémie. Est-ce qu'il y a eu des complications aiguës dans les derniers 3 à 6 mois, des complications cardiovasculaires, rénales, est-ce que la patiente est enceinte, la fonction cognitive, l'activité physique, leur expérience passée du ramadan, est-ce que ça s'est bien passé ou non? Et dépendamment de où ils sont dans le monde, est-ce que ça va être plus ou moins que 16 heures? Et basé sur ça, ils reçoivent un score et ce score va définir s'il y a un risque élevé de complications. Si c'est le cas, on recommande de ne pas jeûner. Si c'est un risque modéré, le jeûne est non conseillé. Si c'est un faible risque, alors ils peuvent jeûner avec une certaine éducation. Par contre, la réalité, c'est que certains patients exposés à un risque modéré ou élevé
vont quand même jeûner. Alors, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'ils le font de façon sécuritaire. Alors, c'est quand qu'il faut faire la surveillance de la glycémie? Eh bien, ça dépend. Si le patient est à risque faible ou modéré, on va le faire 1 ou 2 fois par jour. Si c'est un risque élevé, on va devoir peut-être le faire jusqu'à 6 fois par jour. Alors, ça dépend vraiment du genre de diabète et à quel point le contrôle est compliqué. Quels sont les 6 points clés? OK, donc, parce que nous, on est habitué plus au AC, au PC, mais ici, quels deviendraient des points importants? Ça serait le repas, donc juste avant le repas du lever, le suhoor, le matin quand il se réveille, le midi, donc ça, c'est au milieu du jeûne, le milieu de l'après-midi, avant le repas du soir, donc avant le iftar, 2 heures après le iftar et en présence de symptômes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. Donc, évidemment, le 6 fois par jour, c'est plus un patient qui a un diabète de type 1 ou un patient qui prend de l'insuline à dose multiple. Mais j'espérais que ce patient-là est sur une glycémie en continu de toute façon, où il peut vraiment monitorer le tout à tout moment. Alors, c'est important d'éduquer. C'est quoi les circonstances qui feraient qu'on doit dire à une personne de rompre le jeûne? Donc, s'il y a une hypoglycémie, une glycémie de moins de 3,9, il faut le traiter et re-regarder 1 heure plus tard. Si la glycémie est en haut de 16,6 ou bien s'il a des symptômes d'hypo, d'hyper, de déshydratation ou de maladie aiguë. Donc, ensemble, vous devez revoir avec vos patients les symptômes d'hypoglycémie que vous voyez ici dans ce tableau ici et les symptômes de l'hyperglycémie. Vous allez faire certains conseils sur l'alimentation. Vous voulez diviser les calories entre le suhoor et l'iftar. Okay? Donc, certaines des choses qu'ils vont manger pour casser le jeûne va être très riche en sucre. Donc, il faut que les repas soient équilibrés, comme ils font hors du ramadan. Il faut aussi intégrer des aliments à indice glycémique bas, okay, pour ne pas avoir une grosse augmentation de la glycémie en pleine nuit, et riche en fibres. Consommer assez de fruits et légumes, éviter les desserts sucrés, rester hydraté entre le coucher et le lever du soleil en buvant de l'eau et des boissons sans sucre. Donc, il faut être bien hydraté quand le jeûne commence. Du point de vue de l'exercice, on va éviter les exercices vigoureux, particulièrement les dernières heures du jeûne. Surtout, c'est très difficile de voir comment on va contrôler l'hypo et la déshydratation s'il ne mange pas toute la journée. Donc, essayez de maintenir un degré d'activité normal. Quoi faire avec les médicaments? En fait, ce n'est pas trop compliqué. La metformine, on continue à le prendre. Si c'est uniquotidien, on prend à l'iftar, donc quand on casse le jeûne, ou bien bicotidien, on le prend avec les 2 repas. Les TZD, on peut les continuer. La répaglinide, eh bien, d'habitude, on va prendre 3 fois par jour, la répaglinide, donc qui est un sécrétagogue. Mais si on a 2 repas, donc on va seulement prendre avec les 2 repas et on va ajuster le dosage dépendamment de la richesse de chacun de ces repas-là. De nombreuses études ont été menées pour déterminer quoi faire avec les sulfos. Donc, vous avez dit, bien, on arrête les sulfos, mais la réalité, c'est que souvent, les calories sont identiques, sinon parfois supérieures. Donc, si on arrête et on ne fait pas attention à la diète, on peut avoir vraiment une hyperglycémie marquée. Alors, ce qui est recommandé, c'est que pour une dose uniquotidienne, donc disons du diamicron MR, on va prendre seulement à l'iftar, donc quand on va casser le jeûne en fin de journée. Chez les personnes chez qui c'est super bien contrôlé, donc qui ont des glycémies de 5, 6, eh bien, ces chez patients-là, considérez de quand même diminuer le dosage parce que ça se peut que la journée va être assez serrée. Pour le bicotidien, eh bien, aucune modification de la dose de l'iftar, parce que ça, c'est le plus gros repas, mais peut-être vous pouvez diminuer un petit peu le dosage du matin, donc très, très tôt, là, dans la nuit, avant le matin, du suhoor, étant donné que c'est le dosage de diamicron qui va travailler toute la journée. Donc, je m'explique. Un diamicron BID, qu'est-ce qu'on fait? Le diamicron du matin, considérez une baisse, donc peut-être à 40 mg, qui va être pris avec le suhoor, avec le premier repas, donc très, très tôt, là, avant l'aube, et une dose, donc le 80 le soir, ils vont le prendre avec l'iftar. Le GLP-1, eh bien, on peut continuer le même dosage du GLP-1. La seule affaire, c'est commencez pas un GLP-1 moins que, moi, je dirais au moins 4 semaines avant de commencer le ramadan.
ils vont juste commencer le GLP-1, ils vont commencer à avoir de la nausée, peut-être des vomissements, où ils doivent bien s'hydrater, commencer à s'habituer aux médicaments, puis là, il y a le ramadan qui tombe. Donc, honnêtement, pour moi, c'est que si vous allez commencer un GLP-1, commencez-le au moins 1 mois, sinon plus, avant le ramadan. Mais une fois qu'ils rentrent dans le ramadan, ils peuvent continuer le dosage tel quel. Le DPP-4, aucun ajustement n'est nécessaire. Le SGLT2, un peu comme le GLP-1, commencez-le un 2 à 4 semaines avant le ramadan, étant donné qu'il peut y avoir une polyurie, on doit bien s'hydrater, on doit s'assurer que c'est bien toléré. Donc, je vous dirais aussi, commencez-le au moins 4 semaines à l'avance pour que le patient puisse trouver qu'il tolère bien et qu'il sait comment bien s'hydrater. Le GLT2, c'est mieux de le prendre au repas du soir, qui est le repas le plus copieux. Augmenter la consommation de liquide en dehors des heures du jeûne avec le SGLT2 parce qu'il peut mener à une déshydratation. Mais de façon générale, si le patient prend déjà le SGLT2, il n'y a pas d'adaptation ou bien de changement à faire pendant le SGLT2. Donc, l'insuline. L'insuline, c'est quand même assez simple. S'il y a une insuline basale, vous la gardez. OK? Donc, je vais garder les choses simples. La plupart de nos patients sont sur une insuline basale 1 fois par jour. Je la prendrai à l'iftar, donc en fin de journée, et je réduirai le dosage, étant donné qu'il y a une action 24 heures, de 15 à 30 %. Les insulines rapides, eh bien, les insulines rapides, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine flexibilité. Donc, ils vont prendre l'insuline rapide avec chacun de leurs repas, donc l'insuline rapide avec leur suor, l'insuline rapide avec leur iftar. Avec le iftar, c'est le repas le plus copieux. D'habitude, ils peuvent donner leur dose entière, alors qu'avec le suor, c'est au milieu de la nuit, ils vont peut-être réduire de 25 à 50 % pour couvrir ce repas-là. Vous pouvez aussi donner une échelle à l'insuline, dépendamment de la glycémie au début du repas, soit réduire le dosage habituel ou bien augmenter si le patient est en hyperglycémie. Alors, ici, pour revenir à Rim, son score est à 1,5. Elle a un faible risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez lui donner le feu vert si elle le désire de faire le jeûne du ramadan. Par contre, vous allez faire des recommandations. Vous allez lui dire de continuer de prendre ses médicaments actuels. Il y a la metformine, le glyclazide et la linagliptine, mais de les prendre à l'iftar, donc quand elle va casser le jeûne à la fin de la journée. Si vous voulez ajouter un SGLT2, parce qu'elle a quand même un ANC de 7,1 % et elle a un petit excès de poids, vous pouvez le faire. Ceci dit, faites-le, parce que là, elle a quand même 2 mois avant le ramadan, donc vous pourriez le faire, rajouter le SGLT2 en expliquant les effets secondaires, ou bien on arrête la linagliptine et on commence un GLP-1. Mais faites-le au moins 4 semaines avant, que ce soit l'une ou l'autre des actions. L'autre chose, c'est si elle peut donc surveiller sa glycémie un petit peu plus fréquemment, OK, donc avant les repas et après le repas pour lui donner une idée de comment va le contrôle. Ici, le glyclazide MR, on n'en parle pas dans le texte, mais étant donné que son contrôle n'est pas si pire à 7,1 %, vous pourriez peut-être lui dire de le diminuer un petit peu, surtout si ses journées sont pas mal, si elle voit que les journées commencent à être plutôt vers le bas. Au lieu de prendre du 120 mg, elle pourrait aller à 90 mg, par exemple. On donne des conseils sur les recommandations nutritionnelles, donc à faible indice glycémique. On va donner des indications sur le moment de mettre fin au jeûne. Donc, s'il y a une hypoglycémie, une hyperglycémie marquée, si elle est malade, il faut qu'elle sache que c'est correct du point de vue médical. On pose à Rim, est-ce qu'elle a d'autres questions? Et aussi, on aimerait voir Rim après le ramadan parce qu'on aimerait pouvoir noter dans le dossier comment ça a été et c'est quoi les choses qu'on pourrait améliorer pour l'année prochaine. Alors, c'est quoi les principaux points d'apprentissage ici? Chaque patient atteint de diabète de type 2 est unique, il a un parcours unique. Et une de ces choses, c'est vraiment un patient qui aurait une origine ethnique particulière qui vient changer certaines choses dans la façon qu'on va traiter le patient. Et on veut faire donc notre interaction la plus positive possible et la plus sensible possible envers nos patients. La langue et l'engagement du patient peuvent aider à prodiguer des soins relatifs au diabète adaptés à sa réalité culturelle. Donc, mettre beaucoup d'emphase
sur les objectifs personnels de nos patients. Chaque groupe présente des défis et des recommandations qui lui sont propres et de petits changements peuvent améliorer les résultats chez les patients de minorités visibles atteints de diabète. Donc, je vous remercie pour votre attention et je crois que je suis exactement à temps, Dr Bélanger, pour entretenir certaines questions. Comme promis. Oui, hey, bravo. Moi, je ne pensais pas qu'elle rentrerait dans le temps. Il y avait beaucoup de diapositives et beaucoup de matériel. Alors, bravo, docteur Christopoulos. C'était tellement clair qu'il n'y a pas beaucoup de questions, finalement. Alors, il y en a une en particulier pour les Asiatiques, là, les ascendances asiatiques. Est-ce que ça s'applique aussi aux Japonais et aux Coréens? Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de Sud-Asiatiques, Mhm. mais ça s'applique aussi aux Asiatiques. Et si vous avez vu l'outil que je vous ai montré, j'ai montré quelques outils. Souvent, on va aussi dire juste asiatique tout court, parce que tout ce que j'ai dit sur l'IMC et la circonférence abdominale aussi s'applique aux patients de descendance asiatique. Donc, le fait qu'on doit adapter tous ces critères-là, et aussi, non seulement pour savoir est-ce qu'un patient est obèse, est-ce qu'il y a une circonférence abdominale qui mène à un syndrome métabolique, mais aussi le risque cardiovasculaire. OK. Écoutez, les gens, j'ai plein de commentaires intéressants. Merci beaucoup. Les gens sont bien contents de la présentation. Ils ont appris beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Est-ce que le PowerPoint va être accessible? Ça, je ne le sais pas. Le savez-vous? Oui, je crois que oui. Et peut-être que Lee Capel pourrait nous... mais on va lui poser la question. Puis de toute façon, je crois qu'elle nous a dit, vous a envoyé un courriel pour l'évaluation, etc. Donc, je vais m'assurer que si c'est possible, ça va vous être... on va indiquer clairement comment y accéder. C'est ça. Effectivement, envoyer un troisième lien, peut-être, Lee Capel. Third for the presentation, the doctor would like to have the PowerPoint because there's a lot of information they would like to recheck probably. OK. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'il est 7 heures juste, hein? 7h01. Alors, on vous souhaite une belle fin de soirée. Puis, regardez les Jeux olympiques. Ce soir, c'est les femmes au hockey. On va leur souhaiter bonne chance. Merci tout le monde. Bonsoir. Oui, merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir.